Bonjour Ina Bassiste. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté cet après-midi notre invitation. Vous êtes correspondante à Paris de la chaîne israélienne Cannes, analyste également pour le site Al Monitor. 300 cibles, voire plus du Hezbollah ont été visées depuis ce matin par Tsahal au Liban, dans le sud du pays, mais aussi dans la plaine de la Beka, à l'ouest du pays. Ina Bassiste, quels sont les objectifs de cette extension des opérations israéliennes au Liban ? C'est là où réside toute la question, parce qu'on peut s'imaginer en fait deux buts. D'abord, bien sûr, c'est arrêter les tirs de missiles, les tirs de roquettes, les tirs de drones vers Israël. Ça, c'est évidemment la première but, parce que sans cette but, tous ces 60 000 ou 80 000 personnes évacuées ces derniers mois, ou depuis même le 8 octobre du nord d'Israël, ne pourront pas retourner chez eux. Donc d'abord, il faut arrêter cela. Et là, on a l'impression justement que Tsahal essaye de viser tous les dépôts de missiles, de roquettes, des lanceurs de roquettes et de missiles, et aussi qui sont un petit peu partout. Mais en particulier au sud du Liban. Voilà, au sud du Liban, mais pas que. Parce qu'on sait que Hezbollah a aussi des missiles de très longue portée et qui peuvent atteindre Tel Aviv, peut-être même Jérusalem. On a parlé d'un missile de croisière qui aurait été en cours de préparation avec une portée de 200 km. Voilà, ce matin qui a été détruit. Donc on parle de ça. Donc évidemment, la plupart de ces munitions sont dans le sud du Liban, mais pas forcément. Donc d'abord, il y a cette but. La deuxième but, on peut s'imaginer, c'est aussi d'essayer de mettre de plus en plus de pression sur Hezbollah pour que Hezbollah accepte à négocier un accord. Parce que je crois que pour faire revenir tous les habitants évacués, toutes ces dizaines de milliers de personnes, d'abord, bien sûr, il faudra qu'il y aura un calme, mais ça ne suffira pas. Pourquoi ça ne suffira pas? Parce que ça fait en fait des années, c'est bien avant le 7 octobre, que tous ces gens souffrent de cette insécurité. Et pour retourner, il ne suffira pas justement qu'il y aura quelques jours où il n'y aura plus de missiles ou de roquettes. Il faudra que aussi ces habitants qu'ils sachent qu'il y a plus de militants de Hezbollah à côté de la frontière. Autrement, en fait, il faudra que la résolution de l'ONU 1701, que cette solution soit respectée et que les militants de Hezbollah qui vont tous partir et se délocaliser à l'autre côté du fleuve de Litanie, ça c'est on peut dire une but plus grande, plus compliquée que peut-être le but actuel de ces frappes. Et ça ne passe pas nécessairement par un accord politique. Le simple fait de réussir à déplacer ou d'éliminer les terroristes du Hezbollah dans cette zone-là permettrait de restaurer une sorte de zone tampon au sud du Liban? Disons, ça fait maintenant, c'est pas un secret, que ça fait maintenant des mois qu'Israël, avec l'aide américaine surtout, mais aussi avec l'aide française, essaye justement de négocier avec Hezbollah, à travers le gouvernement libanais, d'arriver justement à un accord politique. Et pour l'instant, toutes ces tentatives ont échoué parce que Hezbollah n'a pas accepté. Et au contraire, Hezbollah justement a augmenté le nombre de roquettes, le nombre de missiles, le nombre de drones envoyés vers le nord d'Israël. On a le sentiment un peu que pour le gouvernement israélien, le temps de négociation est un peu parti. C'est pas trop sur la table, pas en ce moment-là. Parce qu'il n'y a pas la volonté de Hezbollah. Du côté israélien, qu'il y a là un momentum important dont il faut profiter après les opérations Beeper et Talkie-Walkie attribuées à Israël la semaine dernière? Oui, peut-être pas juste profiter. On peut s'imaginer qu'il avait un grand plan, même si on a le sentiment que le timing de ces opérations de Beeper et Talkie-Walkie était un peu forcé sur Israël, si on croit la presse, d'Al Monitor aussi, qui a dit qu'il y avait des soupçons parmi des militants de Hezbollah sur une manipulation possible de ces appareils. Donc le timing était peut-être forcé, mais on peut voir ça comme un partie d'une puzzle plus grande, justement, où Israël sème le désarroi chez cette organisation terroriste. Évidemment, on est dans une guerre du XXe siècle, ce sont des guerres qui sont peut-être différentes des guerres du siècle passé. Donc, d'un côté, il faudra bien sûr essayer d'éliminer le plus possible les munitions, mais de l'autre côté, il y a aussi cette guerre contre les systèmes de communication. On a bien vu ces derniers mois que cette
sujet de communication est extrêmement grave et dans le sud aussi, avec Hamas, parce que c'est ça en fait l'enjeu, comment Hamas arrive encore à communiquer justement sans walkie-talkie, sans beeper, son téléphone portable. Donc, ces sujets de communication, ça prend de plus en plus de place dans cette guerre moderne. Et notamment ces dernières heures, pour ouvrir une petite parenthèse sur la situation sur le front sud, puisqu'on s'interroge sur le sort de Yahya Sinwar, le chef du Hamas, on a pu lire ces dernières heures qu'Israël s'interrogerait notamment sur l'identité de l'auteur de messages attribués à Sinwar et sur le fait qu'il ait pu ou pas été tué lors d'opérations de Sahel. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Rina Bassis? Oui, ce qu'on voit, et encore ce que des sources ouvertes là, je dois aucun secret. On a l'impression que Yahya Sinwar, depuis quelques semaines ou depuis quelques jours, peut-être, il est plus en communication avec d'autres branches de son organisation. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est blessé? Ou est-ce que c'est tout simplement justement un problème de communication? On vient de parler de ça. En Israël, on ne sait pas encore. La dernière nouvelle était qu'en fait, Israël a extrait des corps de cette attaque qui n'a pas ciblé Yahya Sinwar. Israël ne savait pas où il était. Mais après coup, il y avait quand même des soupçons que peut-être il était dans cette zone qui était frappée. L'armée israélienne a récupéré en fait des corps qui sont restés sur place après cette frappe pour examiner s'il s'agit de corps de Yahya Sinwar. Pour l'instant, la réponse est négative. Donc, on est toujours dans cet questionnement. Est-ce que Yahya Sinwar était frappé ou pas? Est-ce que sa mort pourrait marquer la fin de la guerre à Gaza, côté israélien? Ça pourrait être... évidemment, il y a le sort des otages qui reste en suspens et on y reviendra dans un instant, mais est-ce que ça pourrait être marqué, symboliser la victoire oui, je crois qu'absolument, ça peut devenir ce qu'on appelle en anglais un game changer. Ça peut justement basculer les choses parce que pour l'instant, ces négociations patinent. Patinent, c'est même un mot gentil pour dire qu'ils sont plus ou moins arrêtés. Il y a encore quelques contacts entre les équipes techniques, mais c'est surtout avec les équipes techniques des médiateurs, des Qatariens, des Égyptiens, des Américains, pas vraiment avec les gens de Hamas. Donc, ces négociations, pour l'instant, ils sont à l'arrêt. Et sans Yahya Sinwar, il est fort possible que Hamas va se sentir tellement détruit et qu'il sera d'accord d'entrer dans les négociations ou même tout simplement de capituler. Quel impact, Rina Bassis, cette intensification des efforts militaires israéliens dans le Nord pourrait-il avoir sur la continuation de la guerre à Gaza et peut-être aussi des négociations sur les otages? C'est une question intéressante parce que depuis en fait le 8 octobre, on sait très bien que Hassan Nasrallah a lié toutes ces attaques avec les drones et les roquettes et les missiles. Il a fait la liaison avec la guerre à Gaza, disant que nous, Hezbollah, on va continuer tant que la guerre à Gaza continue, tant qu'il n'y a pas un cessez-le-feu. Et c'était même des paroles similaires qu'il a exprimées après justement l'attaque de Biper, l'attaque de Tokiwoki, voilà, et aussi après, justement, on avait un troisième au responsable de Hezbollah, Ibrahim Akil, qui a été assassiné. Israël a revendiqué cette attaque, contrairement aux autres. Et, donc là, encore, Hassan Nasrallah a répété cette liaison entre les deux guerres. C'est que, justement, ce qu'Israël essaye de faire maintenant, c'est casser cette liaison, s'adressant en fait aux Libanais, pour dire aux Libanais, vous n'êtes rien dans ce conflit, vous n'êtes rien pour l'attaque de 7 octobre que Hamas a mené contre Israël. Vous n'y êtes pour rien. Vous n'êtes pour rien. Vous êtes dans une situation d'un État dans un État avec Hezbollah qui essaie de vous contrôler. Il faut se dissocier de Hezbollah. Il faut aussi partir de tous ces endroits où Hezbollah a caché ses munitions chez vous, dans vos maisons. Merci beaucoup, Rina Bassis, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes correspondante à Paris de la chaîne israélienne Cannes. On peut également lire vos passionnantes analyses que je conseille vivement sur le site Al Monitor. Bon après-midi à vous. Merci, Steve.